Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On va faire aujourd'hui la leçon sur les genres Plasmodium. On va faire une définition, l'origine même du Plasmodium. On va parler de l'ancêtre du Plasmodium. Après, on va résumer l'origine du Plasmodium. On va parler de la maladie qui provoque les Plasmodium. On va parler du paludisme. Après, la transmission et cycle de vie du Plasmodium. Le cycle, c'est l'anophèle d'abord et chez l'homme. Après, on va parler des symptômes de la maladie qui est le paludisme. On va parler après du diagnostic, ça veut dire comment on doit diagnostiquer cette maladie, quelles sont les méthodes utilisées. Et on va parler du traitement et puis on va parler du prophylaxie ou la prévention. C'est-à-dire qu'on va parler du mode de prévention contre les paludismes. Alors, c'est quoi le Plasmodium? Le Plasmodium, c'est un parasite unicellulaire, d'accord, appartenant au groupe apicomplexé, qui est responsable du paludisme, c'est les hommes et les animaux. Ça veut dire que lui, il appartient au groupe des apicomplexés. L'origine maintenant du Plasmodium, parce que dans beaucoup de documents, lorsque vous prenez l'origine du Plasmodium, on va vous dire que c'est à partir du moustique infecté qui est l'anophèle, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va vous parler de l'origine du Plasmodium. L'origine du Plasmodium, le Plasmodium descend d'un ancêtre marin unicellulaire et qui est probablement un protiste photosynthétique. D'accord? Et ce protozoaire-là appartient au groupe des alvéolés. Les alvéolés. Les alvéolés. Et les alvéolés incluent des espèces comme les dinoflagellés. Quand on parle de dinoflagellés, on parle des algues marines. Et ça inclut aussi les ciliés. Les ciliés, là-bas, on peut citer les paramecium. Maintenant, ce qui explique quoi? La présence d'apicoplastes, c'est les plasmodiums. Vous voyez? Maintenant, on va parler de l'ancêtre algal. Parce que pourquoi ici on a parlé d'un lien avec les algues qui est l'apicoplaste. Et on dit que l'ancêtre marin a acquis un algue rouge par endosymbiose secondaire, ce qui expliquerait la présence de l'apicoplaste, c'est le plasmodium. Et le plasmodium s'est spécialisé en parasite unicellulaire intracellulaire obligatoire aujourd'hui. Maintenant, quand on prend réellement ce groupe-là, les liens avec les plasmodiums seraient la présence d'apicoplastes, qui est un élément structural des plasmodiums. Vous allez voir, l'apicoplaste joue un grand rôle même dans la synthèse de l'hémoglobine. Alors, on va essayer de résumer maintenant l'origine des plasmodiums. Alors, voici un peu le résumé de l'origine du plasmodium. Ici, dans l'origine, on dit l'origine marine. Et ça veut dire que c'est un protiste photosynthétique. L'évolution intracellulaire obligatoire. Élément en commun avec les algues, c'est l'apicoplaste, n'est-ce pas, qui est les vestiges des algues. La transmission de l'homme se fait par les singes en première fois. Ça veut dire, on va vous expliquer, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de transmission, on va écrire anophèle. Oui, l'anophèle, c'est le vecteur. Parce qu'auparavant, l'homme vivait avec les animaux, d'accord? En même temps, les moustiques piquaient les gorilles et les chimpanzés. En même temps, ça piquait les hommes. Voici la première transmission du paludisme à l'homme. Mais malgré tout, les vecteurs, ça reste à l'anophèle. Maintenant, le berceau du paludisme, c'est l'Afrique, et les vecteurs de transmission du plasmodium est l'anophèle, n'est-ce pas? Alors, nous allons parler maintenant, en quelque sorte, du paludisme. C'est quoi le paludisme? Le paludisme est défini comme une maladie parasitaire causée par les plasmodiums, transmis par la piqûre de l'anophèle
femelle au cours de ses repas sanguins. Parce que l'anophèle elle-même, elle est infectée à partir de ses repas sanguins. C'est un autre qui est atteint du paludisme. Maintenant, on va parler de la transmission et cycle de vie du plasmodium. On va parler chez l'anophèle et puis chez l'homme. Alors, nous allons commencer d'abord par chez l'anophèle. Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, le cycle du plasmodium, c'est un cycle vraiment complexe. Et voici comment on a pu vous résumer en quelque sorte le cycle de vie chez les plasmodium. Il faut que le plasmodium trouve d'abord une personne qui est infectée pour être infectée. Ça veut dire lorsque les moustiques femelles piquent une personne infectée, ces moustiques-là vont ingérer des gamétocytes. Et ces gamétocytes-là, voici le cycle de transformation que ces gamétocytes vont suivre. Parce que ici, le cycle-là, c'est le cycle sexué. Le cycle sexué se passe chez l'anophèle. Alors, les gamétocytes, une fois ingérés dans l'intestin du moustique, vous allez voir, ces gamétocytes-là vont donner des gamètes, n'est-ce pas? Et ces gamètes-là vont donner des zygotes. Après les zygotes vont donner des zookinètes. Après les zookinètes, on a les kystes ou ookystes. Et la phase terminale, c'est les sporozoïdes. C'est-à-dire que ce sont ces sporozoïdes-là qui vont migrer dans la glande salivaire de l'anophèle. Lors de ces repas sanguins, ces sporozoïdes-là sont injectés à l'homme. Voici un peu le cycle de vie raccourci et résumé chez les moustiques. Dans l'intestin des moustiques, on a des gamétocytes parce que lorsque l'anophèle pique une personne infectée atteinte du paludisme, elle ingère quoi? Vous allez voir les gamétocytes. Et les gamétocytes là, ils vont donner des gamètes. Après les gamètes, les zygotes, les zookinètes, les kystes ou ookystes et les sporozoïdes qui vont migrer à la glande salivaire de l'anophèle. Nous allons passer maintenant à vous montrer maintenant le cycle de vie chez l'homme. Maintenant, voici le cycle chez les hommes. D'abord, on va commencer d'abord par la phase hépatique. La phase hépatique ou la phase pré-érythrocytaire. On va commencer d'abord par la piqûre lorsque l'homme se fait piquer par l'anophèle infecté. Et il va vous donner des sporozoïdes, n'est-ce pas? Lorsque ces sporozoïdes-là sont dans les glandes salivaires de l'anophèle, lorsque ça pique l'homme, vous allez voir que ces sporozoïdes-là vont migrer vers le foie. Ils vont migrer vers le foie et se multiplier avec les cellules hépatocytes. D'accord? Ces cellules hépatocytes, vous allez voir, ils vont se multiplier dans le foie pour donner les mérozoïtes. Et ce sont ces mérozoïdes-là qui vont attaquer les globules rouges. Et la phase sanguine commence. Au niveau de la phase sanguine, vous allez voir que lorsque les mérozoïdes infectent les globules rouges, ça va produire des trophozoïdes et des cyjontes. Et c'est là aussi ils vont donner, et ces deux-là vont donner des mérozoïdes. Certains mérozoïdes vont se transformer en gamétocytes. Et lorsque les moustiques femelles, qui est l'anophèle, pique l'homme, ça va ingérer encore les gamétocytes et la phase c'est les moustiques encore va commencer. C'est-à-dire que ces moustiques-là deviennent aussi infestantes. Voici en quelque sorte les résumés de la transmission et le cycle de vie du plasmodium chez l'anophèle et chez l'homme. Maintenant, on va parler des symptômes. Les symptômes, il faudra savoir après la piqûre. Le temps d'incubation, ça c'est 10 à 15 jours. Les symptômes, ça, vous allez avoir des fièvres, des frictions, des nausées, des vomissements, les pâleurs et des fatigues intenses. Et il y a beaucoup d'autres symptômes qu'on peut citer. Alors nous allons passer maintenant au diagnostic. Le diagnostic du paludisme reste d'abord, le premier choix d'abord c'est l'observation microscopique d'une goutte de sang sur une lame, dans le but de chercher les parasites du sang qui est précisément le plasmodium. Ça veut dire là on va parler de la goutte épaisse. Alors nous allons citer la goutte épaisse, on va citer
en deuxième position. Pourquoi la goutte épaisse? Parce que la goutte épaisse, c'est l'examen le plus demandé. Et c'est moins coûteux par rapport aux études techniques. On a les TDR, les tests rapides, on a PCR, on a les Malditov qu'on peut utiliser aussi. D'accord? Ces tests-là, ici, c'est l'examen préférentiel. C'est l'examen le moins coûteux qui est utilisé de façon internationale dans les labos. Après, on a les tests de dépistage rapide qui sont moins spécifiques par rapport à la goutte épaisse. Et PCR et Malditov sont encore plus spécifiques aussi par rapport à la goutte épaisse. Alors, on va essayer d'introduire la goutte épaisse. Parce que la goutte épaisse, c'est la technique la plus utilisée. Vous allez d'abord passer à faire un prélèvement. D'accord? Ce qu'il faut savoir ici, on peut utiliser le prélèvement capillaire et le prélèvement veineux. Mais lorsque vous utilisez le prélèvement capillaire, prenez le soin de nettoyer la première goutte. Parce que la première goutte contient beaucoup de plaquettes et des globules blancs. C'est la réponse immunitaire qui est là lorsque l'organisme est agressé. Et nous savons que le plasmodium est intracellulaire obligatoire. Ça veut dire qu'il se localise dans les globules rouges. Maintenant, les tests de dépistage rapide, ici, on peut les utiliser seulement pour avoir un résultat très rapide, mais c'est moins efficace par rapport à la goutte épaisse. Lorsque vous étalez la goutte aussi, prenez toujours le soin de faire accompagner la goutte du frottis, parce que là-bas, le frottis a beaucoup d'intérêt. Ça permet d'abord de donner les détails morphologiques du parasite, ça veut dire que déterminer l'espèce parasitaire. Ça permet de faire la formule leucocytaire, ça permet de voir les blasts et les éléments figurés immatures dans le sang. Alors, lorsque vous finissez à faire la goutte épaisse, il faudra faire la quantification. Et vous avez des quantifications. Soit vous allez quantifier sur la goutte épaisse. Là-bas, vous allez utiliser une formule qui est donnée. Et soit vous allez faire la quantification au niveau du frottis pour quantifier les globules rouges parasités. Maintenant, ces deux formules-là, dans la formule générale, lorsqu'on utilise sur la goutte épaisse, on dit d'abord si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu. Il y a une formule que l'on a donnée, c'est-à-dire vous allez compter le nombre de parasites multiplié par 8000 sur le nombre de globules blancs comptés. Et ce nombre de globules blancs comptés, c'est soit généralement 200 à 500. On se limite à 200 lorsque la lame est fortement positive et on part jusqu'à 500 globules blancs lorsque la lame est faiblement positive. D'accord? Mais lorsque vous avez l'LFS du patient, les 8000 là, vous devrez remplacer par le nombre réel du patient. 8000 n'est que le nombre leucocytaire moyen d'un individu que l'OMS a donné. Parce que cette valeur-là est située entre 4000 à 10 000. N'est-ce pas? La quantification permet, au niveau des globules rouges ici, est très important. Ça permet de déterminer la gravité de l'infestation. Et puis orienter aussi les diagnostics et le suivi du traitement. Ça, c'est au niveau de la goutte épaisse. Maintenant, pour les tests de PCR et de Malditov, ce sont des tests qui sont beaucoup sensibles et c'est beaucoup coûteux aussi. Maintenant, on a parlé du diagnostic, n'est-ce pas? On peut faire le diagnostic soit par la goutte épaisse, soit par les TDR, les tests de dépistage rapide, soit par la PET PCR ou les Malditov. Alors, on va passer maintenant au traitement. Le traitement qui est donné, ce traitement-là, je pense qu'on va vous projeter ça dans l'ordinateur. Alors, voici pour vous le plan de traitement du paludisme. On va commencer d'abord par les cas simples ou faible parastémie, on a les CAT, on a les molécules utilisées, la posologie et puis la durée. Maintenant, on a ici l'artéméter plus l'imefentrine. Les molécules utilisées, artéméter 20 mg plus l'imefentrine 120 mg.
La posologie 4 comprimés 2 fois par jour. Durée de traitement, ça c'est 3 jours. On a dihydroartémisienne et plus piperakine. Vous avez les DHA à 40 mg plus piperakine 320 mg. La posologie 2 à 3 comprimés une fois par jour. La durée c'est pendant 3 jours. On a encore l'artésunate plus melfloquine. Vous avez l'artésunate 100 mg plus melfloquine 200 mg. Selon ça, c'est la posologie, ça c'est selon le poids du corps. 2 fois par jour. La durée c'est 3 jours. Vous avez l'artésunate plus l'amodiaquine. L'artésunate 100 mg plus amodiaquine 270 mg. Un comprimé par jour selon le poids du corps. Et la durée du traitement c'est pendant 3 jours. Passons dans les cadres maintenant des polygraphes forme injectable, parce que lorsque la paracémie est beaucoup trop élevée, il faudra savoir que la voie pérosse ne fait pas grand-chose. Ici, vous avez les médicaments, la posologie, voie d'administration, fréquence d'administration. On a les remarques principales. Nous commençons d'abord par l'artésunate 2,4 mg par kg. Voie d'administration, on a intraveineuse ou IM. La fréquence azuréaire 12h, 24h, puis une fois par jour. Les médicaments, ici les remarques, c'est les médicaments de premier choix. Après, vous avez oral des améliorations. Nous avons l'artéméter maintenant, dose initiale 3,2 mg par kg, puis 1,6 mg par kg par jour. Voie uniquement IM intramusculaire, une injection par jour. Moins efficace qu'artésunate, utilisé si artésunate est indisponible. Maintenant, on vient à la quinine, dose de charge, ça c'est 20 mg par kg par jour, puis 10 mg par kg par 8 heures. Voie IV lent sur 4 heures. Et maintenant, la fréquence est toutes les 8 heures. Maintenant, les remarques qu'il faut faire, ça c'est la surveillance. Au niveau des remarques, maintenant, la surveillance ECG et glycémie après oral, relais oral après amélioration. Ce qu'il faut insister beaucoup ici, c'est au niveau des relais. Parce que si les patients se portent à merveille après les injections, vous allez voir les patients abandonnent les relais. C'est le cas des récidives du paludisme. Voici pour vous en quelque sorte le traitement du paludisme, cas grave et les cas aussi simples, n'est-ce pas? Les cas où il y a les comprimés qui peuvent réagir sans passer par la voie injectable, et puis il y a les cas où on ne peut pas passer que par la voie injection. Maintenant, au niveau de la prévention, on a quelques mesures qui sont là. On a des mesures physiques. Maintenant, quand on parle des mesures physiques, ça veut dire l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Et puis, il y a des produits aussi qu'on peut utiliser, les expulsifs, n'est-ce pas? Ce sont des pommades qui permettent de chasser les moustiques. Il faudra porter aussi des vêtements qui sont longs pour protéger les restes du corps. On a la symioprophylaxie, ça veut dire quoi? C'est les personnes souvent avant ou après un voyage, on leur donne des médicaments, soit avant un voyage ou après un voyage. On a aussi la vaccination chez les enfants, et puis on a la lutte environnementale. Et cette lutte environnementale consiste à combler les gîtes d'eau, parce que ces gîtes d'eau constituent des sites où les moustiques peuvent se proliférer. Alors, vous avez les quelques mesures de prévention qu'on peut citer ici, et vous avez en médecine aussi, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Alors, pour résumer un peu, le paludisme, on a dit que c'est une maladie parasitaire causée par le plasmodium et transmise par la piqûre de l'anophèle infecté. Maintenant, ce qu'il faut savoir, les problématiques, vous avez au cours de l'année plus de 200 millions de cas chaque année qui sont enregistrés, et puis
plus d'un demi-million de décès qui est dû au paludisme. Alors, assurer les mesures de prévention pour réduire le taux d'infestation du paludisme. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.